Mon parcours à moi en tant que féministe, en tant qu'activiste, a été nourri par les conversations que j'ai eues avec d'autres féministes, notamment sur le continent. Et c'est par elles que j'ai compris que féministe, ce n'est pas un gros mot, et que féministe, c'est être partie d'un collectif, d'un mouvement, que c'est une question de transformation, pas seulement de résistance. Bonjour à tous, elles sont agents de changement, transformatrices de leur environnement, elles ont une vision et un impact sur leur communauté. Bienvenue dans notre série de podcasts Les femmes agents de changement du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Je m'appelle Mam Diarra Diop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Françoise Moudouté, directrice du Fonds de développement des femmes africaines. Bonjour Françoise et merci d'être avec nous. Bonjour, Mandiara. Merci de m'avoir invitée. Alors Françoise, vous avez un parcours impressionnant en tant qu'activiste féminine. Vous êtes d'origine camerounaise et vous êtes à la tête du Fonds de développement des femmes africaines. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de cette organisation et surtout du type de mouvement féministe qu'elle soutient à travers le continent? Oui, bien sûr. D'abord, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je dirais le Fonds de développement des femmes africaines. En anglais, c'est African Women's Development Fund. Donc, souvent, on dit AWDF. Exact. Et en fait, AWDF, c'est ce qu'on appelle un fonds de femmes ou un fonds féministe. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une organisation qui a un pied dans le monde de la philanthropie et un pied dans le monde des mouvements féministes. Concrètement, ce qu'on fait, c'est d'essayer de pallier au manque d'accès des organisations des droits des femmes, des organisations féministes qui existent sur le continent africain. Elles ont un manque d'accès aux ressources, quelles qu'elles soient, aux ressources financières notamment, mais pas que, aussi des ressources en matière d'accès aux espaces de décision, d'espaces de coordination, particulièrement ceux qui travaillent dans l'Afrique d'expression française. Et donc, notre but, c'est vraiment d'apporter toutes ces ressources-là dont elles ont besoin pour faire leur travail extraordinaire, qui est un travail de justice, de genre, et un travail d'avancée sur toutes les questions qui sont liées aux droits des femmes, aux questions de marginalisation des personnes, de toute personne sur la base de leur genre sur le continent africain. Donc, on travaille comme ça en donnant des subventions, de façon très concrète, des subventions à ces organisations, en faisant de l'accompagnement technique, renforcement des capacités, en amplifiant leur connaissance et leur voix. Alors, vous avez parlé aussi de la philanthropie, hein. Comment est-ce que la philanthropie dans ces activités? Est-ce que vous pourriez nous parler de cet aspect? Oui, bien sûr. Donc, quand je parle de philanthropie, c'est dire qu'on est dans un système mondial où il y a des inégalités en termes de distribution des richesses. Il y a certains pays, certaines organisations, certains individus qui ont amassé énormément de richesses et qui sont dans un contexte où, par choix ou par devoir, parfois par intérêt, se retrouvent dans une position de pouvoir redistribuer ces richesses. Ces ressources existent, et elles sont très souvent peu accessibles aux organisations qui travaillent sur le terrain. On va dire, par exemple, que l'association des vendeuses de tomates du marché central de Douala, par exemple. Donc, nous, on intervient au milieu. Ce qu'on fait, c'est être à l'écoute de ces associations, de ces organisations, de ces activistes et leur demander quel type de ressources elles ont besoin pour faire leur travail et aller chercher ces ressources-là et les mettre à leur disposition. Et encore une fois, je parle de ressources financières, mais pas que. Donc, on sait que le monde de la philanthropie, c'est un monde qui est très hétérogène. On a des fondations privées, des organisations internationales et des gouvernements. Alors Françoise, plusieurs pays aujourd'hui ont adopté des politiques étrangères dites féministes. Quelle est votre opinion sur ces politiques et comment est-ce qu'on peut les améliorer ou faire des recommandations pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces et inclusives? On va dire que mon opinion est celle de quelqu'un qui est modérément optimiste sur la question. Dans le sens où les politiques étrangères féministes sont apparues depuis quelques années de façon très intéressante, souvent à commencer par des pays nordiques comme la Suède. Mais on voit de plus en plus de pays en Europe, mais pas que. Aussi, on a vu plus récemment au Canada, on a vu la France, on a vu même certains pays d'Amérique latine s'associer à cette mouvance. Et donc, ça donne de l'espoir parce que ça permet une opportunité de recentrer les questions de droits de femmes, de justice de genre et aussi d'avoir
reconnaissance de l'approche féministe sur le travail. Donc, de ce point de vue, ça me donne un certain niveau d'optimisme. Malheureusement, je reste quand même un peu sur mes réserves pour plusieurs raisons. La première étant que les politiques étrangères changent quand le leadership politique d'un pays change. Donc, on a certains pays qui sont arrivés avec fracas, avec des grandes annonces sur des politiques étrangères féministes et aux prochaines élections, c'est fini. Est-ce que c'est le cas aussi sur le continent avec nos politiques, on va dire les politiques genre, pas seulement féministes, mais les politiques genre qu'on établit de façon générale? Alors, sur les politiques genre, c'est complètement autre chose. Et généralement, c'est des politiques qui ne sont pas des politiques étrangères. Je pense que la grande différence est là. C'est-à-dire, les politiques étrangères féministes, c'est des politiques qui sont pas nécessairement ce qui se passe dans le pays, mais qui sont des questions par rapport à comment est-ce que le pays en question se positionne dans ses politiques internationales, y compris de développement international. Et donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Parfois, il y a une distance entre ce positionnement sur la scène internationale et ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une des réserves que j'ai également. Et enfin, le fait que il n'y a pas forcément toujours beaucoup de cohérence entre ce qui est fait sur le plan de la politique étrangère dite féministe et le reste de la politique étrangère, que ce soit des questions de commerce international, par exemple, ou même les politiques qui sont liées à des positions sur les conflits. Donc, on va dire un pays qui, d'une main, finance des organisations parce qu'elles ont une politique étrangère féministe et d'autres mains ont des politiques sur le plan commercial qui vont mettre à mal la vie des femmes sur le terrain. Donc, voilà. Ça, c'est les réserves que j'avais pour répondre à la question précédente. Maintenant, pour ce qui se passe dans nos pays, on a des politiques genre, encore heureux, qui existent. Elles ne sont pas appliquées, pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce qu'il n'y a pas la volonté politique de les appliquer, à mon sens. Elles sont des questions de politique intérieure, pas de politique étrangère. Donc, c'est la différence que je ferais par rapport à la question précédente. Elles sont pas difficiles à appliquer parce que, en gros, on sait ce qui marche. Il s'agit pas d'essayer de réinventer quelque chose de nouveau. On sait ce qui marche quand il s'agit de politique d'égalité de genre, de droits des femmes, etc. On sait bien qu'il faut autonomiser la femme, la fille comme un individu. On sait bien qu'il faut travailler avec les communautés, les familles, etc. On sait bien qu'il faut regarder les lois, le cadre législatif, et on sait bien qu'il faut travailler sur les services, que ce soit les services de santé, d'éducation, de justice. On le sait, tout ça. Donc, en soi, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Ça fait des années de recherche, c'est démontré, on a des choses qui sont essayées. Ce qu'on n'a pas, c'est la volonté politique de le faire. Il suffit pas de l'annoncer, il faut l'institutionnaliser, il faut le financer, il faut faire le suivi. Et bon, c'est là où le bas blesse. Très bien. Alors Françoise, parlons de la plateforme EYALA, hein, que vous avez fondée. Elle explore l'identité des féministes africaines aujourd'hui. Quelle a Mhm. été votre motivation derrière la création de cette plateforme? Ah oui, merci de poser la question. Premièrement, c'était une motivation de l'ordre de la curiosité. Mon parcours à moi en tant que féministe, en tant qu'activiste, a été nourri par les conversations que j'ai eues avec d'autres féministes, notamment sur le continent. Et c'est par elles que j'ai compris que féministe, ce n'est pas un gros mot, que féministe, c'est être partie d'un collectif, d'un mouvement, que c'est une question de transformation, pas seulement de résistance. Elles m'ont appris énormément et je me suis dit, mais cette conversation-là reste trop confidentielle et est-ce qu'on pourrait juste elle est documentée déjà parce qu'on nous dit que de plus en plus que le féminisme, c'est pas de chez nous, c'est importé. Alors que moi, j'ai été presque mentorée par des féministes qui font ce travail depuis 40 ans, 50 ans et qui n'ont pas cette soi-disant influence extérieure ou occidentale qu'on leur prête. La deuxième motivation, c'était celle d'une frustration parce que finalement, on travaille beaucoup ensemble. Une grande partie de ma carrière a été au service des organisations de droits des femmes sur le continent avec une approche sur le collectif. Je crois beaucoup à l'importance du collectif. Nul ne peut faire ce travail de façon individuelle. Or, la façon dont nos collectifs sont organisés, ils sont organisés autour de l'expertise que nous avons et pas autour de nos expériences individuelles. Et donc, ça a commencé à me frustrer vraiment parce que on se retrouve ensemble et on va parler de façon très technique. Mais ce qui crée la solidarité, la sororité, c'est autre chose. Ce sont ces conversations qui explorent l'expérience personnelle, l'identité. Et donc, ce que je souhaitais, c'était, voilà, créer cet espace où on pouvait parler de façon honnête, authentique et vulnérable et avoir une conversation qui commence par une interview, mais qui est de plus en plus large
Et voilà, ça fait aujourd'hui plus de 5 ans que EALA existe et c'est une de mes plus grandes fiertés. Et en fait, pour moi, la plus grande contribution que des initiatives comme EALA, et elle n'est pas la seule, apportent, c'est de comprendre que le féminisme en Afrique, d'une part, n'est pas quelque chose qui est importé ou imposé. Donc, c'est pas un cheval de Troie pour venir désafricaniser notre continent, par exemple. Deuxièmement, transforme la perception que le féminisme est une force de destruction et non une force de transformation. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Et enfin, je pense qu'une initiative comme EALA, ça permet de briser la glace et briser cette sensation d'isolement. Parce que se dire féminisme est plus important qu'agir en féministe. Pour repousser les limites du patriarcat, c'est quelque chose qui nous met en danger à titre individuel, qui nous met en danger parfois de vie, de santé physique et sociale et d'ordre de notre santé mentale. Et pouvoir être en communauté avec d'autres, savoir que d'autres pensent comme nous, apprendre d'autres, ça change la perception du féminisme. Et c'est ce qui fait un peu ce mot sororité que vous avez Tout à fait. employé. La sororité Tout à qui, je veux dire, fait partie intégrante du féminisme. Absolument. Il n'y a pas de féminisme sans sororité. Et je pense que c'est très important de cultiver cette sororité parce que on a tellement de travail à faire qu'on doit le faire ensemble. La sororité, c'est ce qui nous permet de se reposer sur les autres pour pouvoir nous reposer nous-mêmes. Oui. Alors Françoise, dans cette série de podcasts, nous cherchons aussi à combiner la recherche, l'analyse avec des témoignages comme le vôtre sur les questions de genre ou de féminisme. À votre avis, quel rôle peuvent jouer ces espaces de discussion dans la promotion des droits des femmes? Et qu'est-ce que nous devrions faire en plus pour encourager plus de dialogue sur les sujets? Je pense que déjà, c'est vraiment une approche très importante que vous avez de combiner le témoignage personnel et la recherche et l'analyse. On dit souvent dans le mouvement féministe que le personnel est politique et c'est très important de le garder en tête. Donc, je pense que des espaces de discussion où on mêle l'expertise et l'expérience, le personnel et le politique, ça permet de nous rappeler que ce dont on parle, c'est de notre vie. Ce n'est pas juste de notre idée, c'est de la vie de nos familles, de nos communautés et de notre société. Et donc, je pense que ces espaces de discussion sont très, très, très importants pour rappeler que la promotion des droits des femmes n'est pas combat qui se mène en dehors des combats qui doivent se mener dans l'ensemble de la société. Donc, quand on travaille, par exemple, sur des questions de la justice climatique, de la justice économique, par exemple, des questions de conflits politiques, ils ne sont pas des sujets détachés de la question de la promotion des droits des femmes. Et je pense que ces espaces de discussion où sont combinés l'expertise, l'analyse, la recherche et le témoignage permettent de mêler tous ces différents fils, en fait, de dialogue. Et pour encourager ce genre de dialogue, je pense qu'il faut beaucoup de courage parce que de plus en plus, on est dans un contexte dans lequel les questions liées aux femmes, aux droits des femmes, aux questions de genre créent des réactions quasi épidermiques. Et aujourd'hui, être féministe, c'est un acte de courage. Et donc, créer plus de dialogue, ça permet aussi de briser un peu cette glace-là. Et donc, je pense qu'il faudrait démystifier les questions qui sont d'ordre féministe. Et enfin, je pense qu'il est très, très important que ce dialogue aille au-delà du cercle lui-même des féministes. Ce sont des questions de société. Toutes les parties de la société doivent faire partie de la discussion. Merci beaucoup, Françoise Moulouté. Je rappelle que vous êtes la directrice du Fonds de développement des femmes africaines. Merci pour cet échange inspirant et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Femmes agents de changement. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la découvrir et à découvrir d'autres histoires tout aussi inspirantes de notre série. Pour cela, rendez-vous sur ocde.org et CSAO et partagez ce podcast autour de vous pour faire résonner ces voix de femmes leaders. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous aimeriez entendre dans le prochain épisode en laissant un commentaire. À très bientôt.